Oui, ce livre, c'est mon procès. Je pourrais pas dire mieux à un procès. Christophe Tizon, donc je le rappelle, 42 ans, père de 2 enfants. Oui, deux filles, ouais. 2 filles. 5 et 9 ans. Voilà, Ouais. dirigeant le service culturel à Canal+. Canal+, et iTélé, oui. Et donc, il y a 4 ans, simplement, pour la première fois, vous avez parlé à votre épouse de ce qui vous était arrivé, donc de ces attouchements, de ces viols dont vous avez été victime de l'âge de 9 ans à... Donc, à 14 ans et demi. 14 ans et demi, presque. par, alors vous, donc l'ami de la famille. Un ami de la famille, oui. Au départ, j'étais en camping avec mon frère. Il y a un ami de ma mère qui est venu nous rejoindre. Tout se passait très très bien. Il nous faisait rire, il nous faisait des cadeaux, il nous offrait des cannes à pêche super technologiques, etc. Enfin bon, bref. Et puis le soir, ce type qui était tellement joyeux, tellement aimable, tellement gentil, tellement attentif, et qui riait à nos blagues, et qui était une sorte de grand enfant avec les clés du monde adulte, eh bien, se transformait en pédophile. Et enfin, petit à petit, la relation a évolué, évidemment. Ça s'est déroulé sur une longue période, donc notre relation a évolué. Mais au départ, j'étais totalement perdu devant cette chose sans nom. Et qui vous pétrifiait. Alors dans le livre que vous publiez aujourd'hui aux éditions Grasset, qui s'appelle « Il m'aimait », c'est d'ailleurs vous que l'on voit sur la couverture de ce livre. Ouais. Vous avez quel âge à l'époque ? Je me souviens plus exactement, je dois avoir entre 10 et 12 ans. Ce sont des photos qui ont été faites par l'ami de votre famille. Oui, c'est une photo assez explicite. Ça le faisait beaucoup rire d'ailleurs, il aimait beaucoup. Et puis, moi, ça me dérangeait pas tellement finalement. Ça me dérangeait moins que de me retrouver dans le même lit que lui la nuit, quoi. Alors, c'est ça que vous exprimez très très bien dans ce livre, qui est vraiment bouleversant. Vous racontez comment, effectivement, d'une chose abominable, finalement, l'ami de votre famille, à un moment donné, devient un ami, il y a une certaine complicité. Enfin, vous courez le voir, vous pouvez lui échapper à certains moments et vous allez le voir parce que chez vous, il n'y a personne et que vous y allez par une espèce d'attirance et de dégoût insupportable que vous décrivez de vous-même. Ben oui, parce que j'ai l'impression... Les années passant. Je retourne le voir en me demandant pourquoi est-ce que je retourne voir ce type qui me fait subir ça. Et je retourne le voir en me disant... Eh ben parce qu'il va t'offrir des cadeaux, il va t'offrir une chaleur que tu ne trouves pas chez toi, etc. Il va t'acheter en quelque sorte. Et tu es une petite pute. Et je me dis, oui, Christophe, tu es une petite pute. Tu vas le voir et c'est toi le coupable. On en revient au même... Parce que ce qu'il faut dire aussi, Christophe Tizon, c'est qu'il vous répète sans arrêt aussi que vous aimez ça. Enfin, il y a cette phrase absolument insupportable de dire tu aimes ça. Il me confronte à une sexualité qui est une sexualité d'adulte. Voilà. Moi, j'ai une sexualité d'enfant et soudain, il me confronte à une sexualité d'adulte qui est violente, qui est ultra violente et à laquelle je ne comprends rien. Tout simplement. En même temps, on sent dans le livre, à certains moments, il y a quand même une espèce d'excitation, d'ailleurs, c'est vrai, il y a une ambiguïté. Qui vous fait d'ailleurs payer. Et que vous vous faites payer. Vous dites donc, je suis coupable. Il y a une vraie ambiguïté, c'est-à-dire que ce type était franchement incroyable. Avec moi, il me projetait des films que j'aurais jamais vus, des René, des Pasolini. Ouais. Il me donne J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian à lire, alors que mes copains lisaient encore le Club des 5. Et puis, vous découvrez le monde. Je découvre le monde, la culture. Ouais, vous deveniez adulte avant l'âge. Oui, je vis exactement comme on a dit tout à l'heure dans un monde d'adultes. Et vous expliquez qu'à un moment donné, quand même, parce que vous êtes tout le temps avec lui, il se promène avec vous, pratiquement, il vous embrasse pratiquement devant tout le monde, et personne ne voit rien. Non, mais les années 70, c'était aussi une époque où on se disait,
laissons les enfants vivre leur sexualité, etc. Et à l'époque, mes parents sont comédiens et vivent dans une sorte de vertige absolu. Ils viennent d'avoir le théâtre dont ils ont rêvé depuis toujours. Votre mère est souvent absente. Oui, ma mère est souvent absente. Elle refait sa vie. Mon père l'a quittée. Bon, bref, elle a des amants. D'ailleurs, à un moment, je me demande si ce type qui m'a agressé n'est pas un de ses amants. Donc, n'est pas en quelque sorte mon père de substitution. Donc, je ne peux pas le dire à ma mère. Je m'arrête un instant sur ce que vous venez de dire. Hein. Le père de substitution, c'est aussi important, Alain, dans le témoignage que vous allez apporter tout à l'heure. Parce que quand vous parliez, vous, des frères qui vous abusaient, il vous disait « appelez-moi mon père ». On sent qu'à chaque fois, il y a quelque chose de confus entre l'image paternelle et l'agresseur. Hein, j'appelle mon père, mais lui m'appelle mon fils. Voilà. Et oui, en vous bénissant. Donc, confusion complète, mais c'est la même chose. Mais est-ce que vous vous êtes dit que vos parents pouvaient le soupçonner et ne disaient rien? Est-ce que vous avez imaginé une chose pareille ou... Bien sûr, mais je le croyais. Ce type disait « moi j'adore les enfants, j'aime les enfants, j'adore ça, etc. » Et puis on lui disait bah, « si tu adores ça, occupe-t'en, oui, occupe-t'en, allez hop, nous, ça nous fera des vacances. » Et c'est un peu ce qui s'est passé, il s'en est occupé, oui, il s'est occupé de moi. Et donc pour moi, tous les adultes étaient complices. Comment vos parents ont-ils réagi, maintenant que c'est public? Ma mère, quand elle a appris ça, elle a appelé ce type, qui s'appelle Didier, elle l'a appelé, et puis en lui demandant des aveux écrits, qu'il lui a jamais envoyés, évidemment. Mais il a essayé d'appeler... pour être certaine. Pour être certaine, oui, et puis pour pouvoir les produire, je suppose, devant une juridiction quelconque, enfin j'en sais rien, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Du coup, ce type a appelé chez moi, il a eu ma femme, enfin bon, bref, il a commencé à paniquer. Et quant à mon père, il m'a dit « c'est vrai, Christophe, je t'ai abandonné à cette époque. On vivait dans une espèce de vertige, on vivait les débuts du théâtre, on s'occupait pas de toi et je t'ai abandonné. » Marcel Ruffo, c'est compliqué là, parce qu'on sait bien qu'il y a des parents, et je pense que c'est le cas de vos parents, qui ne parlent pas parce que ou ils ne l'imaginent pas. C'est impensable. Certains parce que dans des familles, mais qui ne sont pas comme celle de Christophe Tizon, on le sait, dans des familles où il y a très très peu d'argent, on sait que les femmes souvent se taisent pour ne pas faire exploser la cellule familiale. Donc il vaut mieux que ça reste en l'état, mais tout le monde reste ensemble. Je crois que d'abord tout le monde a peur que ces enfants soient victimes d'une agression sexuelle. C'est une peur unanime. Hein. Tout le monde a peur des pédophiles, de l'agresseur, etc. En même temps, tout le monde dénie que ça puisse arriver à son enfant. C'est-à-dire c'est un double mouvement. On dit j'ai peur de ça, mais ça n'arrivera pas. Et je crois pas que les parents d'enfants victimes de pédophilie soient forcément complices. Je crois que de temps en temps, ils n'ont pas la capacité à voir. C'est plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand un enfant nous fait l'honneur de dire quelque chose de façon différente. Il va peut-être pas être aussi clair que les adultes autour de cette table. Il va dire quelque chose lors d'un malaise. Je crois qu'il faut honorer la parole de cet enfant pour savoir l'accueillir, quoi. Et là, peut-être lui faire confiance pour éliminer la complicité. Par contre, sur le plan de la sexualité, le pédophile a une horrible qualité, quoi. C'est qu'il transforme la sensualité des enfants, qui est unanime, en sexualité. Dire la sensualité des enfants, c'est normal. Un enfant, quand on le prend dans ses bras, garçon ou fille, il éprouve une sensualité. Il est content du contact, de la chaleur, des baisers. Et le pédophile transforme cette abominable sensualité en sexualité. Le titre de son livre, « Il m'aimait », donc c'est quand même un titre fort. Un pédophile peut aimer réellement l'enfant qu'il abuse? Il m'aimait, certainement. Les pédophiles se trompent aussi d'enfance. Ils rejouent malheureusement une enfance défaillante, quoi. Oui. Je crois qu'il faut les considérer comme des malades de leur enfance et ils projettent leur maladie sur les enfants qu'ils rencontrent. Je crois que c'est ça, dans le fond, la pédophilie. Quand même, c'est la seule chose qui m'a rendu humain, cet homme, de me dire un jour, il m'a peut-être aimé. Et ça me fait du bien, bizarrement, ça me fait du bien de me dire ça. C'est tout. En dehors de tout ça, je ne l'excuse de rien, mais ça me fait du bien. Et il me l'a dit un jour où j'ai pris un chandelier et je lui ai ouvert l'arcade sourcilière, un jour où d'un seul coup j'ai découvert que c'était moi qui avais le pouvoir sexuel sur lui.
il m'a dit, mais Christophe, je t'aime. Et donc, il m'aimait. Voilà l'identification à l'agresseur. Hein. Et c'est vrai que l'agression, après, crée des proximités. Ça, je crois qu'on ne peut pas... Oui, il ne faut pas avoir une vision romantique de la pédophilie. Cela dit... Souvent, le traumatisme est plus fort que l'attachement qu'on peut en avoir. Avec le recul, effectivement, moi, je comprends l'ambiguïté de votre titre. Elle est très, tout ça se justifie tout à fait. Et espérons qu'il m'a aimé pour justifier cette horreur. Mais 9 fois sur 10, les enfants sortent sans aucune espèce de tendresse ou d'affection. Enfin, moi, je voudrais quand même, il parle, ce qui est clair dans ce que vous avez écrit, Christophe Tizon, c'est que vous dites, je parle à partir d'un saccage. Et c'est là où je voudrais en arriver, puisque vous racontez, vous aussi, une adolescence qui a été plus que, enfin, turbulente, qui a été dans l'autodestruction. Oui, une adolescence pleine de suicides, oui, j'ai pris beaucoup de drogue, comme pas mal d'adolescents, mais plus que la moyenne quand même. Vraiment des drogues dures, du LSD, de l'héroïne, de la cocaïne, etc. par voie intraveineuse. Enfin bon, j'ai attrapé une hépatite C avec tout ça. Heureusement, je suis passé à travers le sida. Et des dépressions. Des dépressions nerveuses, des séjours en hôpital psychiatrique, des médicaments à l'infini. Enfin bon, bref, ça fait quand même, ça ne fait que 2 ans à peine que je suis sorti de cette espèce de spirale qui m'a englouti, qui m'a englouti depuis l'âge de 15 ans. C'est pour ça que je trouve ça d'autant plus courageux. Alors j'imagine que vous le faites aussi parce que ça doit vous sauver quelque part, de témoigner, parce que c'est pas évident de raconter tout ça quand on dirige un service. Donc il y a le regard des autres. Oui, il y a le regard des autres, etc. Mais j'ai voulu que ce soit le plus public possible. J'ai voulu que cette photo soit à la une du livre, que dire exactement tout ce dont je me souvenais jusqu'au bout, appeler ce type par son prénom. Oui. Hein, et d'ailleurs pratiquement indiquer son domicile. Non, mais presque la région où il sévit, en tout cas, où il sévit toujours. Ça, je le sais. Christophe, quand vous donnez autant d'indications, est-ce que d'une certaine manière, vous ne conduisez pas non plus... est-ce que vous avez envie de le désigner? Est-ce que c'est une façon de faire un procès qui n'en est pas un, mais a posteriori? Oui. Ce livre, c'est mon procès. Je ne pourrais pas dire mieux à un procès. C'est prescrit. Donc, mais vous y avez pensé à l'époque, quand vous aviez 28 ans? Non, quand j'avais 28 ans, honnêtement, dans tout ce délai, j'y ai pas pensé. J'ai mis un mouchoir sur cette histoire et puis je l'ai mis de côté. En me disant, voilà, tu vas vivre avec ça, avec ce petit, ces souvenirs. Finalement, c'est pas si grave, etc. Tu peux vivre avec. Et en fait, on peut pas vivre avec. Le problème, c'est que ces conduites à risque, cette destruction, la destructivité dont vous parlez, le malheur fait que parfois les pédophiles ont un certain talent pour sentir les fragiles. Il y a dans votre livre un copain qui l'envoie paître et qui dit « Allez, qu'est-ce que tu fais là, gros dégueulasse ?» et que vous me citez comme admirable. Les pédophiles ont ceci d'abject qui sentent aussi les fragilités qu'ils réussissent à exprimer et à rendre Vous avez raison, parce que je crois qu'à ce moment-là, vous êtes encore plus culpabilisé en disant comment lui a pu lui résister et comment moi j'ai cédé. L'autre, mon ami, était sûrement plus structuré que moi. Il avait sûrement plus conscience que son corps était à lui et que à personne d'autre. Si je puis me permettre, c'est un message d'espoir, si tant est qu'on puisse en donner ce soir. Et je crois que l'émission sert aussi à ça, bien sûr. C'est important, parce qu'on va parler de la reconstruction. Souvent on s'aperçoit que lorsqu'un enfant dit non la première fois à un pédophile, il n'y a pas de continuité dans le crime. C'est-à-dire là, c'est grave. Je veux dire, il n'y a personne qui dit oui. C'est condamner tous ces enfants. C'est me condamner moi. J'ai jamais dit oui, moi. Mais c'est très important ce que vient de dire Alain, parce que c'est un point fondamental. L'enfant pense toujours que le fait de n'avoir pas su dire non va pouvoir s'analyser en une adhésion à la relation sexuelle. Donc, à mon avis, il ne faudrait jamais avoir à s'intéresser si l'enfant est contraint ou pas. Et vous avez démêlé tout cela tout seul ? Est-ce que c'est l'écriture quand même? C'est ce que je voulais vous demander qui vous a aidé ces 4 dernières années à y voir un tout petit peu plus clair et à sortir du marasme des... C'est ma famille, mes filles qui commencent à grandir, c'est les psychiatres aussi beaucoup, j'en ai vu beaucoup et j'avoue qu'il y en a de très bons. Non, c'est difficile de s'en sortir tout seul, quoi. C'est quasiment impossible. Tout seul, j'aurais jamais fait le chemin. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.